La nouvelle édition continue avec une question qui s'étale à la une du journal Le Parisien aujourd'hui. La France devient-elle raciste? Hier, Harry Roselmack répondait à cette question dans une tribune qu'il publiait dans le journal Le Monde. Avec une réponse claire, la France raciste est de retour. Et c'est vrai qu'on assiste à un retour, à une libération de la parole raciste la plus dure, la plus décomplexée. Encore un exemple, dans une manif à Angers contre le mariage gay. Vous avez peut-être déjà vu ces images. C'était Christiane Taubira qui était prise pour cible, c'est à Gerbet. Christiane Taubira qui ne voulait d'abord pas s'exprimer sur le sujet, qui brise le silence dans le journal Libération aujourd'hui avec une interview fascinante, passionnante. Le racisme est une attaque au cœur de la République. Et encore tout à l'heure, en sortant du Conseil des ministres, c'était il y a quelques minutes, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et la ministre de la Justice Christiane Taubira s'exprimaient sur le sujet. Moi j'ai exprimé à Christiane Taubira ma solidarité immédiatement lorsque j'ai lu ces propos racistes, parce qu'ils sont racistes. J'ai reçu de très nombreux soutiens, voilà. Donc je ne suis absolument pas seule, d'abord parce que franchement je ne suis pas affectée par ces agressions racistes. Moi je n'ai pas de doute sur ma personne, je n'ai pas de doute sur le cours de ma vie, je n'ai pas de doute sur la maîtrise du cours de ma vie, je n'ai pas de doute sur ma présence au monde, madame. Donc je ne suis absolument pas affectée par cela. Mais je sais que lorsqu'on s'autorise à tenir de tels propos, on met en danger des millions de personnes dans ce pays. Et des enfants, et des adolescents, et des adultes. Voilà. Et c'est ce qui est intolérable. Bonjour Pascal Blanchard et bienvenue. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire coloniale de la France. Vous avez co-dirigé la France noire, encore très récemment la France arabo-orientale. On s'étonne de cette brutalité raciste, de cette parole qui s'affirme, décomplexée, en pleine rue. Elle avait disparu? Non? Elle était invisible. Invisible. C'est-à-dire que on ne pouvait pas avoir comme opinion d'être raciste. C'était plus possible dans ce pays, simplement. Depuis 30, 40 ans, on avait compris qu'on avait changé d'époque. Mais on l'entendait dans les stades. Oui, justement, on l'entendait dans un endroit quasi privé. Parce qu'à un stade, les gens y vont, payent leur place et pensent que parce qu'ils ont payé et parce qu'ils sont entre eux, ils sont donc protégés pour avoir une parole de violence, de cris, de jeter des bananes, d'avoir des cris de singe. C'était un monde très particulier. C'est un peu comme dans son salon, devant sa télé. On pouvait dire à mort l'arbitre. Ouais. Ce qu'on ne pourrait pas dire en public. Et bien là, d'un seul coup, on a le sentiment, la parole s'est libérée, que c'est devenu une opinion possible. Pourquoi? Parce que les élites l'ont fait. Parce que les politiques l'ont fait. Parce que des couvertures de presse... Quelles politiques l'ont fait? Je vous rappelle quand même qu'il y a encore quelques années, un Frêche dénonçait la présence trop nombreuse de Noirs en équipe de France. Un Alain Finkielkraut était choqué de la même chose. Après, 15 ans après, Jean-Marie Le Pen qui dénonçait la même chose dès 96 pour l'équipe de France. Vous aviez aussi des chroniqueurs sur des plateaux de télévision qui trouvaient qu'il y avait trop de Noirs et d'Arabes par exemple. Et d'autres. Pour vous, ce sont des interdits qui petit à petit ont sauté? On se met à parler à la télé, on se met à parler dans la presse, on se met à parler dans les meetings politiques. Souvent sportive, quand même, dans pas ce que vous citez. Pas seulement. Le sport est un lieu de déblocage. On comprend que c'est plutôt dans le sport qu'on en parle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs ou d'Arabes diplomates en France ou militaires. Donc c'est plutôt dans le sport qu'on en parlait, parce que là on était choqués de voir qu'ils représentaient la France. Mais vous auriez mis 10 ambassadeurs africains, antillais, maghrébins en termes d'origine, on aurait eu les mêmes. Ouais. Simplement, il n'y en a pas beaucoup, donc il y a moins de réflexion. Et ce qui est fascinant, Pascal Blanchard, c'est que c'est le retour peut-être d'un racisme de la race. Pas un racisme de la différence culturelle, mais le racisme pur de la et couleur dur. de peau, quoi. Disons que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'on retrouve des vocabulaires d'une frontière qu'on avait semblé voir disparaître entre les Blancs et les autres. Ça rappelle le temps des colonies, ou l'Amérique des années 30. C'est-à-dire qu'il y a eux et nous. Et ce eux et nous, quelque part, on peut le comprendre. On n'est pas en train de stigmatiser nous non plus, quelque part, ce eux et nous. Les gens ont peur. Et il leur reste plus quoi aujourd'hui dans cette période de crise? Leur couleur de peau. Oui. Et leur couleur de peau devient le dernier différenciement qu'ils peuvent avoir. En gros, il me reste d'être blanc dans ce pays de blancs. Et donc les autres sont peut-être des voleurs de peu de choses qu'il me reste. Les gens sont en train de se replier sur leur couleur. C'est terrible. Vous avez travaillé là-dessus. D'où ça vient l'assimilation d'un homme à la peau noire avec un singe? D'où ça vient justement le fait de lui faire des cris d'animaux, de lui balancer des bananes? Parce que ça s'est construit historiquement. C'est pas spontané, ça ne vient pas... C'est 15 siècles d'image et de discours. 15 siècles. C'est-à-dire que quelque part, c'est de dire vous êtes plus proche de la nature que de la culture. Vous courrez vite parce que vous pensez lentement. Vous êtes donc beaucoup plus proche de ce qui nous distingue le plus de l'homme. L'homme blanc... C'était la pensée de départ quand on a découvert d'autres races. Oui, on est tout de suite parti du postulat que nous, on est toujours au centre et les autres sont en périphérie. Oui, et plus on s'éloigne, plus on est plus proche de l'animalité. D'ailleurs, au départ,
Les Noirs d'Afrique étaient montrés avec une petite C'est un queue. retour de refoulé plutôt Exactement. qu'au 15 siècle. Exactement. Et en même temps, c'est aussi une manière d'expliquer le monde. On a besoin de hiérarchiser les peuples pour arriver à comprendre qui on est par rapport aux autres. Mais hein. justement, pourquoi est-ce qu'à un moment, par exemple, les années 80, le français moyen était fasciné par la différence? Il était fasciné par ce qui pouvait se passer dans d'autres cultures, les couleurs, les sons, les odeurs, etc. Aujourd'hui, à la limite, il a assimilé, son plat préféré c'est le couscous, etc. Mais il déteste les différences. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose, vous savez, dans les années 30, c'était pareil. On avait à la fois les colonies et on adorait Joséphine Baker. Négrophilie et négrophobie vont en même temps, toujours. Ça a toujours existé. Au 19e, on a adoré les intellectuels noirs qui venaient sur les théâtres français. Mais je pense que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tous Voilà, les ils deux étaient des stars à un voisines... moment. Mais en même temps, ils étaient aussi des indigènes et des sauvages. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Je vous rappelle qu'au moment où on parlait des cannibales, on les faisait venir dans nos tranchées pour défendre la France en 14-18. Et on faisait des zoos humains aussi. Exactement. Ouais. Tout ça va toujours ensemble. Et nous vivons une période aujourd'hui, simplement, qui retrouve des crises des périodes antérieures. Regardons l'histoire, on aura peut-être des solutions pour le présent. Alors justement, avant de donner la parole à Nicolas, une question à l'historien. Est-ce que cette question a un sens pour vous? La France devient-elle raciste? C'est pas la Par France, différence avec c'est le une passé. partie des Français. Ce serait une erreur de penser que c'est la France qui est raciste. Une partie des Français ont au fond d'eux-mêmes, en fin de compte, hérité d'une culture dont des fois ils ne sont même pas conscients. hein. Aujourd'hui, plein de Français professent des choses dont ils ne mesurent pas qu'à une époque, ça a tué ces mots-là. Je rappelle qu'en 73, on le montre dans le livre, on tuait des Arabes librement en France. Que des chroniqueurs, comme dans le Méridional, M. Domenech, à l'époque, écrivaient qu'il fallait se débarrasser de ces Arabes. Que c'était une époque où il était presque normal de tuer de l'arabe. Et c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a 40 ans. Nicolas. Oui, c'est Domenech Ouais, qui est ici. Domenech, Pardon, Domenech, je précise. J'ai eu un visage de peur. Non, je voulais poursuivre un peu la question qui t'a amorcée par Ariel tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, et à laquelle vous avez un peu répondu, il y a une frange du pays qui est raciste et en même temps, il y a une ouverture, une tolérance, une générosité qui s'affirme plus que jamais. C'est ça, cette contradiction qui est... Non, parce que Madame Toubira devient visible, elle est ministre. Lilian Thuram est visible, il est capitaine de l'équipe de France. Zidane est une star nationale. joueur. Jamel Debbouze est un de nos héros nationaux. Harry Roselmack est portateur de la télé. Ouais. D'un seul coup, ils font peur aux racistes. Parce que ces gens-là sont en train, pour eux, de devenir comme nous. Ils se normalisent. Et qu'est-ce qui fait peur à un raciste? C'est que son voisin, son gendre, sa belle-fille, pourquoi pas sa femme demain ou son mari, puisse être noir ou arabe. Et dans leur tête, cette proximité, cette visibilité déclenche la réaction. Donc en même temps, c'est là où on doit faire preuve d'une pédagogie absolue. C'est là où on doit peut-être prendre beaucoup plus de temps. C'est là où on doit aussi découvrir que l'antiracisme, par exemple, il doit recommencer à chaque fois. C'est pas éternel. C'est comme un millefeuille, nos cultures. Il reste des feuilles d'un temps raciste. Quel antiracisme Plus le racisme. pour qu'il soit efficace. Eh ben, qu'il n'a pas Parce été- qu'il y a un sortir. antiracisme qui a généré du racisme. Exactement. Et là, on doit changer d'époque. Avec le web, déjà, on doit totalement changer d'époque. Les gens peuvent tout trouver sur le web. Il va falloir faire preuve d'une nouvelle pédagogie, d'expliquer qu'il n'y a pas que de la morale là-dedans. D'expliquer que oui, c'est pas facile de vivre ensemble des fois quand on a des cultures différentes. Prendre du temps, mais en tout cas commencer à raconter notre histoire de la différence en commun. Et que dire des phénomènes où tout est un peu brouillé, où par exemple quelqu'un qui est censé représenter les Noirs comme Dieudonné a un enfant baptisé par Le Pen et en même temps c'est ces mêmes enfants qui disent la Je vais vous gueule surprendre. Il faut laisser faire. Pourquoi? Parce que pourquoi voulez-vous qu'un noir soit plus intelligent qu'un autre? Il peut même y avoir des noirs fachos. Et c'est vachement rassurant. C'est super rassurant. Ça veut dire qu'ils sont bien comme nous. Bonne conclusion. C'est ce que disait Giroud pour les femmes. Pour les femmes. Le jour où une femme ne sera pas à la Et hauteur de son job, en conclusion d'ailleurs de Tout à ce fait. nous dossier, serons à égalité. un sondage qui vient de paraître, 59% des Français estiment que le racisme a augmenté en France ces 30 dernières années. Il se passe donc bien quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de la perception, et c'est la question que nous vous posons aujourd'hui. La France est-elle raciste? Vous pouvez y répondre sur canalplus.fr, sans oublier vos réactions. #question Hélène. Babette, la question du racisme, elle se pose dans l'espace public, elle se pose aussi dans la presse, et particulièrement dans un segment assez particulier de la presse, avec pas seulement les unes de Valeurs Actuelles, mais celles des magazines de mode. Oui, on s'est amusé à faire un petit constat, c'est très empirique, ça n'est pas exhaustif évidemment, mais dans les kiosques, on trouve Vogue, une blonde aux yeux bleus, Bi, une brune aux yeux bleus mais blanche, Glamour, pareil, brune aux yeux bleus blanche, Grazia, Un peu mat de peau. Clémence quand même. Poésie, Pas mal, quand même. qui est blanche, Marie Claire, Scarlett Johansson, elle est rousse aux yeux verts, mais elle est blanche. Autrement dit, 100% de femmes ou de mannequins blancs, pas de métis, surtout pas belles d'asiatiques. Oui, bon, on n'a ça, pas le fait, racisme. on n'a pas fait blanche ou belle. Mais en tout cas, pas de métis, pas d'asiatiques, pas de femmes de couleur. C'est pas représentatif de la ligne éditoriale des magazines féminins, certes, dont acte. Le site d'information Slate a donc fait le test sur l'année 2013 pour essayer de faire un calcul. Pour 5 magazines, Elle, Vogue, Grazia, Glamour et Bi. Résultat, les mannequins de couleur représentent seulement 8% des couvertures,
Bi fait des efforts, c'est le magazine qui donne le plus de place à des mannequins non blanches. 22% de leur une mettent en valeur des femmes noires, métisses ou asiatiques. Mauvais élève, Grazia, seulement 5% de ces unes sont consacrées à des mannequins non blanches. Grazia qui nous a dit, on ne veut pas vous répondre sur ce sujet, c'est Pourquoi trop sensible. Trop sensible, C'est pourquoi trop sensible, il nous faut du temps pour réfléchir à la réponse qu'on veut vous faire. On voit bien qu'il y a un énorme malaise. Énorme malaise, pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord, il y a une sous-représentation de ces femmes. C'est clair. Et pour l'expliquer, on avance des arguments du genre, c'est la réalité du marché, c'est l'offre et la demande. En gros, les lectrices françaises seraient majoritairement blanches. Elles auraient besoin de s'identifier à un mannequin qu'elles voient à la une. Pour être clair, un mannequin de couleur ne fait pas vendre. Et elles sont cantonnées à quel genre de magazine? À des magazines spécialisés comme le bimestriel Gazelle, le magazine de la femme maghrébine. En revanche, et c'est ça dont on s'inquiète, c'est que les news magazines, eux, ils n'hésitent jamais à mettre des femmes maghrébines à la une. Mais le plus souvent, elles sont voilées et c'est pour faire peur. Regardez, ça, elles font la une de ces magazines-là. À mon avis, c'est pas des maghrébines d'ailleurs. Écoutez le constat désolé de Karima Perroni, elle est journaliste pour Gazelle, interrogée par Mohamed Mesret. On va utiliser la femme maghrébine dans les magazines pour plutôt justement mettre le point sur des problèmes. Donc on va la retrouver par exemple dans des magazines comme Le Point ou des magazines d'actualité où on va la retrouver voilée. Et là c'est vraiment pour mettre un point sur des problèmes de société. Mais à travers la mode et la beauté, la femme maghrébine et la femme noire aussi est très très peu représentée. Un commentaire, Pascal Blanchard? Oui, ça change quand même. Je pense que depuis 2 ans, elle est un très bon exemple. Elle est le contre-exemple. Voilà, mais il s'est passé quelque chose. Il y a un avant, exactement. Oui, ça veut dire qu'un scandale peut faire naître une prise de conscience. Moi, je me souviens, j'avais même discuté avec les journalistes. Elles avaient simplement un non-questionnement. Et tout le monde croyait que ça vendait moins. Les 3 numéros qu'a fait notamment elle cette année, avec des couvertures de non blancs, comme on vient de dire, ne se sont pas moins bien vendus. Ils étaient persuadés de ça. Oui, c'est pas du racisme, c'est juste une méconnaissance. Et puis en plus, on pense que ça va moins vendre. Mais qui un jour a vraiment mesuré qu'une couverture vendait moins? Personne. Et puis on ne sait pas qui achète, parce qu'il n'y a pas de classement ethnique, encore heureux, d'électrices, c'est interdit en France. Donc c'est pas une question de mode. Non, c'est une question quand même de frilosité. Et puis le nombre de journalistes aussi, à l'intérieur des magazines féminins, capables de dire, regardez, moi, la couleur de ma peau ferait peut-être bien que de temps en temps, moi aussi, je sois un peu en couverture. Tout ça. Exactement. Je comprends très bien votre point de vue, mais je suis pas 100% d'accord. Enfin, je vais juste rendre hommage à Edmond Charleroux, qui a été rédactrice en chef de Vogue en blanche, 56 à 66, 54 à 66, qui a été virée de Vogue pour avoir mis pour la première fois une femme de couleur en couverture. Donc hommage, elle a écrit Oubliez Palerme en 3 mois. La mode, c'est aussi une histoire de mode. Et il y a des moments, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord, et il y a des moments, par exemple, vous avez eu Yves Saint Laurent, vous avez eu Paco Rabanne, vous avez eu toute une période où les mannequins étaient toutes noires, et c'est elles qui représentaient. Aujourd'hui, oui, mais à chaque fois, et aujourd'hui, vous avez un mouvement asiatique. Militant, à chaque fois. Non, mais en tout cas, la mode, les créateurs, c'est une chose. Oui. Les magazines, elles s'adressent à un large public, elles veulent surtout pas segmenter. C'est pas une question de mode, pas du tout. Elles se disent que promouvoir la diversité, ça va forcément déplaire à une partie de leur lectorat, et elles ne se risquent pas à le faire. Et puis elles inventent un argument, les magazines féminins, en disant il n'y a pas assez de mannequins non blancs en France, on n'a pas assez le choix, il n'y a pas assez de stars. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas une seconde la route. Élise Bronsard est allée poser la question à la directrice de booking de l'agence City Model. Elle est hyper en colère, elle en a des tas des mannequins non blanches, elle n'arrive pas en France à les faire travailler parce qu'on n'en veut pas. Écoutez-la, Patricia Lagrange. Moi, j'ai des sublimes filles qui viennent de Guadeloupe, métisses. J'en ai une en ce moment qui est en train de faire ses études à Toulouse. Il va falloir à un moment donné qu'elle parte et qu'elle aille travailler à New York ou en Angleterre, parce qu'il n'y a pas assez ici pour elle. Pourtant, elle est divine. Les vêtements, ils seraient différents sur elle que sur une blanche. Pourquoi? Qu'on m'explique, qu'on me donne la raison. Moi, je comprends pas. Donc non, elles n'ont pas leur place. Pas ici. Pas encore. En Angleterre, oui. Pas encore. C'est en train de changer, ça va changer. Oui. Et ça va changer à partir du moment où on va comprendre qu'on peut avoir des ministres de la Justice, qu'on peut avoir des ambassadeurs, qu'on peut avoir des généraux 4 étoiles, qu'on peut avoir peut-être un jour des présidentes de la République, noires ou femmes. Mais visiblement, il y a des Français qui ne le comprennent pas. Je vous rappelle que Mme Taubira, elle a une énorme qualité, c'est qu'elle fédère
Mais alors vraiment tout. Elle est femme, elle vient des Outre-mer, elle est noire, et en plus elle ose en politique. Elle a quand même porté 2 lois qui étaient aux marges de... Elle est brillantissime, et voilà. Elle parle un français extraordinaire. Et donc elle symbolise notre République. Eh ben il faut du temps pour avoir une République parfaite. On est en train de le découvrir. Et on va continuer encore un petit peu à se battre. Et vous verrez dans quelques temps, les magazines, ce seront comme les gouvernements, ils seront aux couleurs de la France. Et vous avez une très jolie fille derrière vous pour illustrer. Merci infiniment Pascal Blanchard de vous être arrêté sur notre plateau et de nous avoir ouvert les yeux sur ce phénomène inquiétant.